nous ont rejoint sur scène nos grands intervenants et témoins. Olivier Bogillot, président de Sanofi France, président de la Fédération française des industries de santé. Frédéric Gaucher, PDG de Minafin, un groupe international actif dans la chimie fine et les services associés. Également VP de France Chimie et du Conseil européen de l'industrie chimique. Et puis Lise Santoro, membre du Conseil stratégique des industries de santé et directrice générale de la société biopharmaceutique TAC. Bienvenue à tous les trois. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez vos micros, oui. On va commencer à parler de l'ambition de la France en matière de santé. Je m'adresse à vous, Lise Santoro. Est-ce que vous pouvez nous dire alors comment relever le défi de faire de la France la première nation européenne innovante en matière de santé? Oui, c'est un beau défi qui s'inscrit complètement dans le thème « Accélérons demain ». Difficile d'ailleurs d'intervenir après l'exposé précédent qui était brillant. Pourquoi accélérer demain? Parce qu'on dit accélérons demain. Pourquoi accélérer demain? Vous le savez, nous vivons aujourd'hui une pandémie mondiale historique. Lorsque nous regardons des chiffres de façon très factuelle sur l'innovation, nous voyons que la France décroche depuis plusieurs années. Cette crise sanitaire a bien mis en évidence des problématiques d'approche thérapeutique, de bioproduction, de dépenses sanitaires. Cette crise a permis aussi, nous permet, puisque nous pouvons parler encore au présent, nous permet de nous poser les questions, mais au fait, pourquoi nos grands chercheurs partent à l'international, pourquoi nos entrepreneurs français partent à l'international, je pense au PDG de Moderna par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas de pôle mondial d'innovation en France, alors que tout est là, tous les ingrédients sont là, pourquoi n'y a-t-il pas de licorne en France, notamment en santé, pourquoi n'y a-t-il plus assez de production en France? Donc ça, c'est le constat. Et ce manque-là, c'est un manque, comme l'a souligné l'intervenant précédent, c'est un manque pour notre économie, puisque l'innovation est aujourd'hui mise au service de l'économie, mais aussi pour le bénéfice du patient. C'est un manque pour le patient et cette crise l'a mis en évidence. Or, comme je le dis, tout le monde nous envie notre recherche d'excellence en France. Donc pourquoi en sommes-nous là? Donc, je pense que tout le monde, lors de cette crise, s'est dit maintenant il faut réagir. Ça a été un électrochoc pour tout le monde, une vraie prise de conscience, avec vraiment une ambition très très forte qui a été portée par le gouvernement, qui est de dire maintenant soyons acteurs et mettons en place un plan pour essayer de devenir leader en santé d'ici 2030 en Europe. Avec une stratégie très claire, retrouver notre indépendance, retrouver notre économie et pouvoir prendre en charge nos patients le mieux possible. Donc, le Conseil stratégique des industries de santé s'est tenu dans ce cadre-là pour réaliser cette ambition. 5 personnalités qualifiées ont travaillé pour proposer un ensemble de mesures. En écoutant tous les acteurs de l'innovation, alors en santé, puisque le plan est focalisé sur l'innovation en santé, nous avons écouté très très largement les acteurs. Et une particularité cette année à souligner, c'est que nous avons écouté les acteurs tant venant du monde de la pharmacie que du monde du diagnostic, des dispositifs médicaux, du numérique, du digital. Et je parle de monde volontairement, puisque aujourd'hui on a tendance à dire que ce sont des mondes séparés et les choses sont un petit peu cloisonnées en santé. Or nous, au sein du CSIS, nous avons voulu écouter tous ces acteurs venant de tous ces secteurs, puisque nous estimons que l'innovation en santé passe par l'ensemble de ces acteurs et que l'innovation, par définition, elle émerge souvent à la frontière de la multidisciplinarité.
entre chimie, bien sûr, mais physique, digitale et biologie. Alors ce plan, il a été présenté par le président de la République début juillet 2021. Il a été porté aussi par les 3 ministres de l'Industrie, de la Santé et de la Recherche. Je crois que l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail de ce plan. Hein. Vous pouvez le retrouver, les grandes lignes. On en a parlé, à réattirer les talents en recherche. Alors, les garder déjà, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, hein, donc ça vous concerne, garder les étudiants en France et refaire venir ceux qui sont partis. C'est une vraie ambition nationale avec des bourses qui seront accordées à hauteur de 3 à 5 millions d'euros par bourse pour venir conduire ces travaux de recherche en France. La mise en place de pôles d'écosystèmes de l'innovation, on va parler, avec des centres d'excellence autour d'IHU, donc les instituts hospitalo-universitaires, pour faire travailler les hôpitaux et les universités ensemble. Et puis, alors, bien sûr, beaucoup d'argent, hein, je ne parle pas d'argent, mais le plan représente au total 7 milliards d'euros à investir, avec la volonté de faire émerger 3 pôles mondiaux d'envergure, hein, pour que la France puisse rayonner à l'international. 3 axes prioritaires ont été définis, le numérique, la bioproduction, les maladies infectieuses. Pour innover, c'est aussi pouvoir partir d'une découverte scientifique issue des laboratoires de recherche, la développer et l'amener jusqu'au patient pour sa prise en charge et son bien-être. Et donc pour ça, il faut passer par des essais cliniques. Donc là aussi, la France pêchait par les lourdeurs administratives. Donc le gouvernement va mettre en place une réforme des CPP, peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Oui, mais vous pouvez détailler CPP ? CPP, c'est les formalités administratives qui sont nécessaires pour obtenir une autorisation d'initiation d'études cliniques. Oui, et qui sont très lourdes, effectivement. Et qui sont très lourdes et qui prennent aujourd'hui beaucoup trop de temps. Mise en place d'essais cliniques en vie réelle. Donc c'est un sujet aussi qui est discuté au niveau du gouvernement, hein, et qui sera la façon de réaliser des essais cliniques de demain. Autre axe du plan, l'accès au marché. Comment faire que ces molécules innovantes arrivent bien jusqu'aux patients, aient un prix, soient remboursés et soient accessibles aux patients. Donc là aussi, il y a eu plusieurs réformes qui sont dans les tuyaux. Possibilité aussi de lancer un produit innovant et de le mettre en accès direct auprès des patients avant même la négociation de prix et de remboursement avec les agences. Donc ça, c'est quelque chose aussi de tout à fait innovant. La télésurveillance devrait aussi prendre plus d'importance, hein, puisque la télésurveillance va rentrer dans le droit commun. Autre axe du plan, les commandes publiques. Comment faire que les hôpitaux achètent, intègrent plus d'innovation avec des réformes sur les appels d'offres multidistributaires, l'allotissement pour les PME. Autre axe, vous voyez, je suis déjà au 7e axe, donc c'est un plan qui est quand même très très complet. La croissance des entreprises innovantes. Donc l'entrepreneuriat, les biotech, les medtech, les entreprises du digital. Comment faire que ces entreprises extrêmement prometteuses, qui innovent, qui prennent des risques, qui construisent la médecine de demain, puissent grandir sur le sol français, tout en rayonnant à l'international. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui a été capturé par les travaux du CSIS avec un ensemble de mesures pour augmenter la capitalisation de ces sociétés et pour leur permettre de pouvoir financer les étapes de production et d'essais cliniques et de développement qui sont très chères. Et enfin, la mise en place d'une agence innovation santé qui devrait coordonner toutes ces actions, qui devrait implémenter, mettre en place toutes ces actions et surtout avoir une vision très très transverse pour faire travailler les personnes issues du public et du privé. Essayer oui, pas simple, et essayer que tout le monde converge.
Donc pour terminer, moi je dirais, vous voyez, à travers ce plan qui a été porté au plus haut niveau, il y a vraiment une ambition très forte du gouvernement, une dynamique qui est lancée, en écoutant tous les acteurs. Hein. Les acteurs sont mobilisés plus que jamais pour prendre ce virage. Et maintenant, à nous de jouer. Plus à nous de jouer, à vous de jouer. Puisque le gouvernement, les pouvoirs publics sont là pour pouvoir mettre des cadres, pour pouvoir faciliter, pour pouvoir inciter. Mais finalement, nous avons le pouvoir de faire. Donc c'est à chacun de nous maintenant de saisir cette opportunité et de faire. Et bien sûr, la chimie est au cœur de cette opportunité unique aujourd'hui. Alors justement, Olivier Bogilot, avec cette crise, on a tous pris conscience de l'importance des médicaments issus de la chimie, mais il y a des faiblesses en France. Quelles sont-elles et comment est-ce qu'on va pouvoir y répondre? On a vu par exemple les difficultés d'approvisionnement. Alors d'abord, effectivement, on a constaté l'importance, il faut le rappeler. La pharmacopée évolue avec les biotechnologies, mais les médicaments issus de la chimie restent à 70% les médicaments qu'on utilise aujourd'hui. Il y a une forte progression des médicaments de la biotechnologie. On peut estimer qu'en 2030, ça sera 50-50. Et vous voyez bien que le poids de la chimie reste encore extrêmement important et extrêmement utile sur des médicaments qui sont essentiels à la vie des gens. Et on l'a vu effectivement dans cette crise, l'importance d'un certain nombre de médicaments qui sont au fond dans notre histoire connus, archi-connus et qui demeurent pourtant essentiels. Je peux en citer quelques-uns, mais il y en a qui ont, au cours de la crise, été particulièrement importants. Mais les hypnotiques, les anticoagulants, les médicaments dérivés de la morphine, et puis un médicament particulier pendant cette crise qui a été utilisé et qui a été en forte tension, sont les curares. Pour endormir les patients dans les réanimations. Vous imaginez bien que vous avez beau être le meilleur anesthésiste réanimateur du monde, si vous n'avez pas le produit pour pouvoir endormir votre patient, vous n'y arrivez pas. Donc, et toutes ces molécules-là, issues de la chimie, importantes, effectivement, ont vu au cours des années, vu leurs conditions de production évoluer, et avec une forte délocalisation d'une partie de ces principes actifs vers la Chine et l'Inde, pour plein de raisons. D'abord des raisons économiques, on est dans des cycles où ces médicaments perdent leur brevet et donc vous avez une forte pression économique à la baisse de prix sur ces médicaments-là et tous les acteurs rationnels essaient d'optimiser du coup leur coût de production et au même moment, au fond, où ces médicaments importants ont commencé à avoir leur brevet tomber, vous avez des grands acteurs internationaux comme l'Inde et la Chine qui se sont positionnés sur ces segments-là de production. La Chine est devenue en 2009 le numéro 1 mondial de la chimie et aujourd'hui la Chine c'est 40% je crois du marché de la chimie mondiale. Donc c'est un acteur qui aujourd'hui lorsqu'il évolue à 4-5% de croissance par an, c'est l'équivalent de la chimie de l'Espagne ou du Brésil. Donc vous avez des gros acteurs comme ça qui se sont positionnés et les Chinois qui font des plans et qui vivent à travers des plans programmatiques sur du temps long se sont dit on va exister sur ce segment-là, on va croître sur ce segment-là et puis on va aussi aller sur les sous-segments que sont les principes actifs de médicaments où vous avez des niveaux de marge qui peuvent être intéressants. Donc quand vous avez à la fois cette perte en Europe et un acteur ou des acteurs puissants de l'autre côté du monde qui apparaissent, vous vous retrouvez effectivement dans une zone qui pouvait être perçue comme non vulnérable, parce que dans une mondialisation heureuse, j'allais dire, tout le monde peut considérer que ça a du sens qu'on achète moins cher au fond des principes actifs dans des pays émergents. Et puis là, vous prenez effectivement deux choses au fond. La crise, on va y revenir, mais même avant la crise, vous vous retrouvez confronté à des ruptures dans les pharmacies de médicaments parce que la Chine se structure, ou l'Inde aussi, et puis le marché croît au niveau international, puis il y a des choix qui s'opèrent. Est-ce que vous voulez vendre vos médicaments en Europe ou est-ce que vous allez les vendre ailleurs? Lorsqu'une usine ferme en Chine pour des bonnes raisons, parce que le gouvernement chinois, à travers un plan sur l'écologie, dit cette usine est trop polluante, je vais la fermer, mais que c'est une usine qui produit des principes actifs ou de la matière première pour des principes actifs, vous avez une chute dans la chaîne de valeur. Et du jour au lendemain, à l'autre bout de la chaîne, vous n'avez plus le médicament dont vous avez besoin en pharmacie. Ça s'est concrétisé très concrètement, j'allais dire, pour les patients français,
avant même la crise. Mais c'est ça, et on n'a pas réagi avant? Alors, il y a eu un certain nombre de réactions. Vous savez, moi je suis dans un laboratoire pharmaceutique, Sanofi, qui a conservé une grande partie de ses outils de production et 70% de nos principes actifs sont en Europe. La logique voudrait, et j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on ait plusieurs sources dans le monde entier. La dépendance qu'on a vis-à-vis de certains continents aujourd'hui pose un vrai problème. Mais au fond, encore une fois, je pense que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, on aurait été dans la politique de l'accommodation, on aurait trouvé des solutions, voilà, on aurait essayé de trouver des solutions. D'ailleurs, le gouvernement avait proposé bloquer des stocks, s'assurer une politique de stock, essayer de définir un peu les zones de vulnérabilité. Il y a un très bon rapport qui a été écrit par Jacques Biot sur le sujet, qui a été communiqué à l'ensemble de l'écosystème, où il y a à l'intérieur de ce rapport des dispositions qui sont extrêmement intéressantes et qu'il va falloir mettre en œuvre. La crise, elle a eu un effet d'accélérateur absolument majeur. Ouais. Elle révèle vos vulnérabilités, mais de manière brutale. Et donc, et ça s'est concrétisé presque moins pour nous que pour d'autres pays. L'Inde a, à un moment, fermé ses frontières aux matières premières de production de médicaments et d'un certain nombre de médicaments génériques. Il s'avère qu'on est un peu moins dépendant de l'Inde en Europe que d'autres pays, mais par exemple, les États-Unis n'ont plus vu arriver ces médicaments-là. Donc vous avez cette vulnérabilité qui est apparue et la crise l'a révélée et nous oblige aujourd'hui, et à travers le plan qui a été évoqué par Lise juste avant, nous oblige à trouver des solutions pour que demain on ne soit pas dans la même situation. Je le dis souvent parce que je pense qu'il faut en prendre conscience. On a eu un peu de chance dans cette crise que la Chine vive l'épidémie avant nous et s'en remettent avant nous, ce qui fait que les usines ont continué à tourner. Mais imaginez un virus plus agressif qui ferme les frontières brutalement. Ouais. Et bien là, vous êtes dans une situation où ça ne passe plus les frontières et où vous êtes vraiment en situation de dépendance sur un certain nombre de médicaments essentiels, pas tous. Il ne s'agit pas de faire revenir tout ce qui est produit en Chine, ça n'a aucun sens. Par contre, sur un certain nombre de médicaments essentiels, issus de la chimie, est important, et on a, Lise le disait, on a tous les ingrédients, on a même tous les acteurs ici dans cette salle, vous êtes extrêmement performants et capables de faire ces médicaments-là sur la plaque européenne. Il faut avoir la liste de ces médicaments dont on ne peut pas se passer et dont il faut une source en Europe. Et là, il y a un travail à faire pour éviter la dépendance qu'on a pu constater dans cette crise. Merci. Comment est-ce que la chimie et le secteur pharmaceutique peuvent répondre ensemble à l'objectif de ces médicaments made in Europe? Je vous pose la question à vous, peut-être d'abord, Frédéric Gaucher. Alors, il faut peut-être mettre l'église au milieu du village. Je pense que la pharmacie est l'enfant naturel de la chimie. Il faut le rappeler, je vais juste donner un exemple. Il y a d'ailleurs des entreprises qui, au XIXe siècle, qui existent encore aujourd'hui, ont été d'abord des chimistes et sont devenus ensuite des pharmaciens. Et l'exemple le plus connu, c'est l'aspirine. L'aspirine est une contribution de la chimie au tournant entre le XIXe siècle et le XXe siècle. Et qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là? Et ce qui montre bien que c'est dans l'ADN du chimiste. On s'est dit c'est compliqué d'extraire de l'écorce de sol pour faire un remède contre les maux de tête. Et donc, le chimiste a été capable de comprendre ce qui était actif dans cette écorce de sol et puis ensuite de le fabriquer. Et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre à ces défis, c'est exactement ce qu'on fait depuis plus d'un siècle et qui est dans notre ADN. Et on est un secteur qui investit beaucoup, on est un secteur qui est très scientifique, et on a un secteur de service. Et ça, je pense qu'on n'est pas simplement une industrie, on est aussi une capacité à apporter du service, c'est-à-dire faire l'effort de comprendre les besoins de nos utilisateurs et après de savoir ce qu'on doit faire sous l'angle chimique. Et ça, c'est vraiment le fil directeur de notre profession. Et je pense que dans le cas de la crise qu'on vient de connaître, nous avons eu une très grande adaptabilité de nos entreprises, y compris en Europe. Il ne faut pas mettre le projecteur uniquement sur la Chine ou sur l'Inde. On a su monter en cadence. On a su, parce qu'on avait bâti un patrimoine industriel de qualité, on a su donner confiance aux autorités pour raccourcir les procédures d'agrément. Et pour finir, il y a eu des tensions sur la chaîne, mais on a su répondre. Oui, Olivier.
C'est un point important, mais je le disais, hein, la plaque européenne, c'est une source de production de chimie de très haut niveau. Le fait qu'on ait quelques vulnérabilités ou des dépendances, c'est des choses qu'on peut gommer assez facilement parce qu'on a les actifs de production. Donc on est capable demain d'avoir des sources de production de médicaments en Europe et éventuellement de faire revenir certaines lignes. On a annoncé chez Sanofi la création d'une filiale qui va être EuroAPI, qui se veut demain être le numéro 1 mondial de la production de petites molécules issues de la chimie. Donc on a les acteurs, on a les compétences, on a les outils. Il nous faut les conditions de marché et il nous faut les conditions de réglementation. Parce que quelque part, on a une opportunité, on n'arrivera pas à concurrencer d'autres pays sur les coûts, mais sur la technologie, sur l'innovation. Alors je ne sais plus s'il faut utiliser innovation au progrès avec Étienne Klein, mais si on a les capacités d'innovation de demain, on est capable d'avoir des usines modernes, des usines propres, des usines qui produisent des médicaments essentiels. Et si les conditions de marché sont réunies à travers des appels d'offres qui privilégieraient potentiellement ceux qui produisent sur le sol européen, au moins sur des petits volumes, pour pouvoir maintenir cette source, là on a une réponse à la crise. Et Frédéric, justement, comment le secteur de la chimie se structure? Est-ce qu'il se modernise là, pour faire face à ces défis? Alors, il se modernise et pour revenir sur mon propos, c'est un secteur dans lequel nous investissons énormément. On investit bien sûr dans l'outil de production, mais on a un investissement en recherche qui est très important et surtout, toutes nos entreprises sont devenues de plus en plus multidisciplinaires, c'est-à-dire que si on regarde la chimie pharmaceutique il y a 30 ans, c'était d'abord de la synthèse organique. Aujourd'hui, notre industrie, c'est beaucoup plus que de la synthèse. C'est aussi la capacité à apporter la preuve de l'origine de nos matières premières. Ça, c'est donc des services de chaîne logistique. C'est la capacité à démontrer la qualité de nos produits. Ça, c'est beaucoup de chimie analytique. Et puis, c'est d'apporter des procédés reproductibles et fiable tout au long du cycle de la vie du médicament. Et ça, c'est du génie des procédés, auxquels se sont ajoutés d'autres savoir-faire à la frontière des autres disciplines, notamment toute la chimie du solide, parce qu'on sait qu'un principe actif, selon la forme cristalline, il n'aura pas la même biodisponibilité. Et tout ça, en moins de 30 ans, on a acquis dans nos entreprises toutes ces compétences. On a fait aussi beaucoup d'efforts sur le plan social pour attirer des gens talentueux pour répondre à cette demande. Et c'est comme ça qu'on fait face aujourd'hui aux défis. Il faut qu'on parle aussi de l'innovation, de la chimie pour la santé de demain. Lise Santoro, c'est quoi les prochains grands sauts technologiques que vous anticipez pour la médecine de demain? C'est une question difficile. En fait, ce qu'on peut anticiper surtout, c'est l'évolution de la médecine. La médecine de demain, puisque quand on accélère l'innovation, c'est pour construire la médecine de demain. Et la médecine de demain, on parle d'une médecine des 5 P. Médecine préventive, prédictive, de proximité, personnalisée, et le 5e P, en fonction des personnes, vous avez de parcours. Donc ça veut dire que demain, pour soigner, je pense qu'on peut davantage parler de soins. On aura besoin de médicaments, bien sûr, de nouveaux médicaments, des médicaments existants, mais de nouveaux médicaments, toujours, des médicaments innovants. Parlons par exemple des vaccins, les vaccins ARN avec l'utilisation des nanoparticules lipidiques. Mais nous aurons besoin aussi de plus en plus de dispositifs médicaux. Ce sont les prothèses, ce sont les organes artificiels. Vous avez certainement entendu parler du développement du cœur artificiel d'une société de biotech française, Carmat. Vous avez aussi certainement entendu parler des développements d'une société de biotech française aussi qui cherche à redonner la vue aux aveugles avec des dispositifs médicaux. Donc ces dispositifs médicaux vont être complètement intégrés dans l'offre de soins de cette médecine de demain. Et puis de plus en plus aussi l'implication de tests diagnostiques. Quand on parle de médecine préventive et prédictive, on parle de diagnostic.
avec aussi des diagnostics et des tests qui vont évoluer. Au-delà de la biochimie, hein, avec les nanobodies, on va aller de plus en plus vers des systèmes microfluidiques. On parle beaucoup de biopuces, biochips, de microfluidiques avec des substances fonctionnalisées, avec des serveurs, avec des sensors, avec des linkers, avec des particules magnétiques, enfin, différentes façons finalement de réaliser le test et qui utilisent aussi de la chimie. Et puis le digital. Donc en fait, on voit que ce qui va changer, c'est la façon globale d'intégrer toutes ces disciplines, et c'est la façon de faire aussi. C'est le parcours de soins. C'est le 5e P de la médecine des 5 P. La médecine va se délocaliser. C'est un axe aussi qui a été travaillé dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé. Elle va venir se faire de plus en plus au chevet du patient, et elle va venir se faire à la maison, le home testing, ce qu'on appelle le home testing. Vous savez que les patients veulent de plus en plus être acteurs de leur santé. Vous avez de la connexion qui permettent aux patients d'être connectés aux médecins. Vous allez avoir bientôt des tests de diagnostic qui vont permettre aux patients d'être connectés aux médecins, au laboratoire médical. L'industriel va être aussi complètement partie intégrante de ce système. Donc c'est vers ça qu'on va aller, donc la médecine des 5 P. Et à travers cette médecine des 5 P, je vous ai cité rapidement quelques grands sauts technologiques, hein, autant pour les médicaments que les dispositifs médicaux, les tests diagnostiques. Et vraiment, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, vous le savez, hein, vous le voyez, la place de la chimie est partout, ouais, dans cette construction de la médecine de demain. Elle est en chimie, elle est dans les dispositifs médicaux, les tests, bon, et pas le digital encore. Hein. Donc il y avait vraiment des vrais enjeux, et c'est ce qu'a aussi voulu mettre en lumière ce CSIS, c'est qu'il n'y a pas la biologie d'un côté, pour la santé, c'est terminé. Les vieux schémas, c'était biologie, pharma. Les schémas de demain, ça va être soins et tous les secteurs intégrés avec la chimie, finalement, qui est au cœur du dispositif. Alors, Frédéric Gaucher, il va y avoir de nouvelles thérapies. Comment est-ce que les innovations de la chimie peuvent permettre aux nouvelles thérapies de se concrétiser à grande échelle ? On peut reprendre les exemples de Lise qui sont extrêmement pertinents pour montrer ce que notre industrie sait faire. On peut prendre par exemple l'exemple du cœur artificiel Carmat, où là, on va faire intervenir de nombreux secteurs de la chimie. D'abord, pour que le cœur fonctionne, il faut une source d'énergie. Donc on va parler de batterie, on va parler d'électrolytes, on va parler d'électrodes. Ça, c'est de la chimie. On va aussi parler d'un moteur pour faire tourner les pompes du cœur. Et là, on va devoir avoir un cœur qui rentre dans la cage thoracique. Donc pour miniaturiser, il faut des aimants très puissants. Et ces aimants très puissants, c'est de la chimie inorganique, hein, c'est toute la science qu'on a sur les métaux et les terres rares qui ont permis de faire des aimants extrêmement puissants qui miniaturisent les moteurs. Et ça ne s'arrête pas là, parce que vous avez aussi la nécessité d'avoir une biocompatibilité du cœur artificiel implanté dans l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les polyméristes ont inventé des membranes, hein, pour aller à l'intérieur du cœur. Ça, ce sont des téflons tout à fait particuliers. Pourquoi ils sont particuliers? Parce qu'on a réussi à faire un matériel très sophistiqué, microporeux, qui permet aux cellules des parois des vaisseaux sanguins de les coloniser et de faire qu'en sorte le sang circule sans thrombose, sans hémolyse. Ou à l'extérieur, on a développé des polymères qui ne vont pas faire de rejet de greffe. Et donc tout ça, vous voyez, ce sont des contributions de la chimie qui ne s'arrêtent pas à la première greffe du cœur Carmat, puisqu'aujourd'hui, ce cœur, on espère qu'il va tenir 5 ans. Pour qu'il tienne 7 ans ou plus, il va falloir améliorer tous ces matériaux. Donc il y a une énorme recherche. Et puis, il y a les entreprises que je citais tout à l'heure, hein, de chimie organique, qui là aussi ne s'opposent pas aux biotechnologies, mais
mais sont complètement complémentaires. On citait le cas des nanoparticules magnétiques ou de ce qu'on appelle dans le jargon les nanobodies. Qu'est-ce que c'est? C'est un fragment d'anticorps qui reconnaît une cible. Alors ça, on est complètement dans la biotechnologie. Mais d'un côté, il y a l'anticorps, et ce qu'on a envie qu'il y ait de l'autre côté qui réagisse quand cet anticorps a trouvé sa cible, c'est soit un signal lumineux qui permet de savoir où est le problème, ou tout simplement un médicament, c'est-à-dire une sorte de poignard qui va venir tuer la cellule cancéreuse qui a été repérée. Et ça, pour aller de cette partie biotechnologie au meurtre de la cellule, c'est que de la chimie organique. C'est fou, c'est impressionnant. Hein. Et alors, comment on va faire en sorte que ces innovations, justement, soient produites à grande échelle pour que ça arrive comme ça On va continuer à investir, ce qu'on a fait comme toujours. Alors, on va d'abord investir dans les moyens humains, et je ne peux que rejoindre le message passé par Luc tout à l'heure, notre président. On a vraiment besoin que des gens talentueux, très curieux scientifiquement, très intéressés par la chose industrielle, nous rejoignent et assurent le renouvellement et l'enrichissement de nos équipes. Et puis, on va faire appel à nos financiers, que ce soit nos actionnaires ou nos banquiers, pour continuer à investir. Et on va faire confiance à l'État français pour créer les bonnes conditions. Il s'y prépare. Olivier Bogilot, on parle de traitement ARN, de nanoparticules. Quels sont les domaines d'innovation qui sont des opportunités pour la France aujourd'hui? Alors, moi, je m'inscris totalement dans ce qui a été dit. Hein. Il n'y a, je pense, jamais eu un moment aussi intéressant pour rejoindre notre secteur. Quand on voit la science et la manière dont elle se déploie dans le secteur des sciences du vivant, on vit un moment qui est absolument extraordinaire. Et tous les jeunes qui sont là, et je les envie, vont être amenés à travailler sur des plateformes scientifiques qui vont être absolument phénoménales. Si on regarde aujourd'hui la manière dont on conçoit les médicaments, avant on faisait un peu des paris, on était probabilistique, on se disait tiens, telle molécule va peut-être agir, et puis je vais la tester, puis je vais en tester une autre, etc. Aujourd'hui, on arrive à connaître tellement précisément le dysfonctionnement cellulaire, voire même maintenant on est capable de voir le dysfonctionnement autour de la cellule. L'immuno-oncologie, c'est ça, hein. Vous traitez le cancer, mais vous traitez aussi le système immunitaire autour du cancer pour s'attaquer au cancer lui-même. Donc vous voyez, on est capable de comprendre suffisamment bien le monde du vivant pour définir les plateformes dont on a besoin. Donc on a des plateformes aujourd'hui, l'ARN messager c'est une plateforme, les anticorps monoclonaux sont des plateformes, la chimie c'est une plateforme. Moi chez Sanofi, on a 6 axes, 6 médicaments dans notre portefeuille. Sur ces 6 médicaments, j'en ai 3 issus de la chimie parce qu'ils viennent répondre aux dysfonctionnements qu'on a identifiés. Dans le cancer du sein, j'avais tout à l'heure une maquette que je n'ai pas pu vous apporter parce qu'elle est trop petite, vous ne l'auriez pas vue sur la scène, mais on a une petite molécule chimique qui permet, dans les cancers hormonodépendants, dans le cancer du sein, de venir bloquer la réplication cellulaire et de guérir potentiellement les femmes qui ont un cancer du sein. C'est une toute petite molécule chimique, c'est absolument remarquable. Et là, c'est parce qu'on a vu dans ce dysfonctionnement que c'était une molécule chimique qui permettait de répondre à ce problème. J'ai la même chose dans la sclérose en plaques ou dans des maladies rares. Mais j'allais dire, il y a un peu la revanche de la chimie avec la biotechnologie, j'aime pas le mot revanche, mais en tout cas l'alliance qui s'opère. L'ARN messager, c'est ça. Hein. L'ARN, c'est de la biotechnologie, mais la nanoparticule lipidique qui est autour de l'ARN, c'est de la chimie. Mais on évoquait les anticorps monoclonaux. Chez Sanofi, à l'IGR, en ce moment, on est en train de tester ce qu'on appelle un antibody drug conjugate, donc un anticorps monoclonal sur lequel on accroche une chimiothérapie, donc un médicament issu de la chimie. Cet anticorps va sur la cellule et la chimiothérapie tue la cellule cancéreuse. C'est le mariage de la chimie et de la biotechnologie. Donc vous voyez, en fait, cette évolution scientifique, elle est fantastique. Ouais. Et je vous envie, hein, les jeunes dans la salle, vous allez avoir à travailler sur des plateformes absolument phénoménales. Donc venez travailler dans la chimie et la biotechnologie et la bioproduction. Voilà, je crois qu'il y a effectivement beaucoup de choses passionnantes en tout cas à faire. Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges. Merci à vous. Merci.